Mais on attend quelqu'un. Père Noël. Non, on n'attend personne. Qui a rajouté un couvert? On attend peut-être un fantôme. Non, mais les fantômes, ça n'existe pas. Hein. Bon, c'est juste un couvert de trop, on va pas y passer la journée, non? Faut l'enlever. Laisse, attends. C'est moi qui l'ai mis. C'est pour Samuel. Quoi? Quoi? C'est qui, Samuel? Théa! Théa! Attends, je reviens. Attends! C'est notre père, merde! T'es malade. Tu te rends compte de ce que t'as fait, là? Ça devait pas se passer comme ça. Il devait arriver, passer le premier choc, on aurait tous été contents de le voir. Content de le voir? Oui. Mais je rêve. Content de le voir? C'est un drame fondateur de leur mère qui se jette par la fenêtre et de comment chacun, Théa et Lénie, vont eux pouvoir, à partir de ce drame fondateur, se développer l'un et l'autre. C'est une histoire de déterminisme familial. Est-ce qu'on peut s'en sortir ou non? Moi, j'ai un frère, on a été élevés pareil, on a tout fait pareil. Ma mère nous a donné le même amour, on nous a machin, on n'a rien à voir. Il est de droite, je suis de gauche, il est machin, et tout. On n'a rien à voir. Comment on a été déterminés l'un et l'autre, pourquoi lui a fait ces choix-là, pourquoi moi j'ai fait ces choix-là. Puis finalement, ma question, c'était de savoir, est-ce que moi, je vais pouvoir m'extraire du déterminisme familial? Et finalement, la grosse blague, c'est que ouais, je suis quand même vachement sortie de la famille. Mais bon, donc pour m'éloigner de ma famille, j'ai passé les 5 dernières années à écrire une série sur ma famille, quoi. Un des ressorts dramatiques des séries familiales, c'est les secrets de famille. Et donc, ça, on n'en veut pas, quoi. Et ça, on ne veut pas le faire. Et effectivement, on s'est dit, il faut que... C'est un terme que tu emploies souvent, mais je trouve très juste, il faut que ça soit organique. Il faut que ça parte des personnages et que ça aille dans la confrontation des personnages entre eux. C'était ce qui se disait, c'est ce qui se ressentait. C'est sûr, l'action, c'est l'émotion des personnages. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu fais une série, on te dit, c'est quoi les arches narratives? Et tu dis, mais il n'y a pas d'arche narrative dans Cats, en fait. L'arche narrative de Cats, c'est l'histoire des personnages. Il y a quand même un fil narratif fort qui est la mort de ce père, et que je trouvais être un fil extrêmement intéressant et intelligent. C'est le premier domino qu'on pousse, et qui fait dévaler tous les autres dominos pendant 6 épisodes. C'est la mort d'un homme, et comment, autour de la mort de cet homme-là, tout se réorganise. Et dans la vie, en général, une mort, dans n'importe quelle famille, provoque un séisme, une secousse. Et en fait, je pense que la famille Katz, c'est l'histoire de ce séisme, de cette secousse. Ça va, Théa? Je t'en supplie, arrête de me poser cette question. T'as des frères et sœurs? À part vous? Non, personne. Enfin, pas que je sache, non. Vous êtes juif? Je sais pas, vous l'êtes, vous? Oui. Non. Bah oui. Non. Bah, papa l'était. Le fait que ce soit une famille juive, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Donc, si tu veux, avant tout, c'est une famille qui a son mode de fonctionnement. Et moi, mon point d'entrée là-dedans, c'est que j'y ai injecté ma famille à moi, si tu veux. Donc, en fait, le bagage que proposait Thalia était tellement universel sur les névroses qui courent dans les familles, etc., que moi, je me suis coulé là-dedans, mais vraiment très, très naturellement. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que la famille juive est pas la famille exacerbée absolue? C'est-à-dire, effectivement, il y a quelque chose dans la culture juive de très dense de manière familiale, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres familles qui ne sont pas juives. On est dans des liens extrêmement forts, extrêmement mêlés. C'est une famille universelle qui fait fantasmer ou qu'on a envie de rejeter. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez-vous-en, nous n'avons besoin de rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, encore des témoins de Jéhovah. Fais voir. Oh, c'est elle. C'est la veuve de Samuel. Oh, Oh, ça va. Je le sens pas. Elle va venir foutre la merde chez nous, j'en suis sûr. sois poli. Bonjour. Bonjour. Le texte était déjà tellement délirant qu'il fallait surtout pas jouer d'ironie ou de comédie sur les personnages, mais plus de sincérité, de douleur, d'émotion, tellement
les dialogues en eux-mêmes et les situations amenaient cette part de comédie. Du coup, la comédie, si tu veux, elle est venue du ton. C'est-à-dire, elle est venue du fait que cette famille traitait tout ça sous un angle oblique. Mais on a... Enfin, ça fait bizarre à dire ça, mais on n'a pas cherché délibérément la comédie. La comédie est venue des dialogues après, évidemment. Alors je pense qu'Arnaud, il est plus Probablement. dans la comédie que nous. Il a inséré dans le film des trucs de comédie que moi, j'aurais pas du tout mis, qui fonctionnent hyper bien et qui sont super marrants. Il a un petit tropisme pour genre parfois les espèces de 5e, 6e rôles à mettre des comédiens très bizarres, comme avoir une espèce de médecin nain à l'hôpital, ou alors avoir les 2 gars de la société de Protectil qui est un espèce de gros moustachu, un peu pied nickelé. Mais parce que moi, je trouve même pas que c'est une comédie. Alors, c'est vrai, je vois bien que c'est marrant et que les gens rigolent. Alors après aussi, nous, on a la vision sur les 6 épisodes. Il y a des épisodes qui sont hyper tristes, hyper durs. Après, c'est quand même drôle. Pour la 1000e fois, Amélie, il a tué personne. Maman était folle, elle s'est suicidée. C'est pas de sa faute à lui. Ouais, c'est de la mienne, hein. C'est ça que tu crois. Non, c'est dis ce que je crois, dis ce que je dis. Ouais, c'est toujours la faute de quelqu'un. Oh, Milly, s'il te plaît. Quand votre mère est morte, je n'ai même pas eu le temps de pleurer. Je vous ai élevés tous les deux. Vous croyez que c'était facile? Non, c'était pas facile. Oh, et puis vous n'avez qu'à le mettre dans notre caveau. Moi, j'irai me faire enterrer ailleurs. Et si on l'enterre chez vous, ma mère, on la met où? Quand on met Serge et Julie l'un à côté de l'autre, ils n'ont pas grand-chose en commun. C'est-à-dire qu'elle est blonde, il est brun, ils ne travaillent pas de la même manière, ils ne pensent pas de la même manière. Mais ce que je trouvais intéressant à confronter ces 2 comédiens, c'était justement qu'ils ne se ressemblent pas et qui puissent même s'agacer sur leur manière d'être comme un frère et une sœur. Moi, j'ai un exemple qui était assez savoureux sur le tournage, c'est sur les méthodes de travail. Donc on a Serge Hazanavicius, très concentré, qui aime les répètes, les choses carrées, savoir ce qu'on fait et compagnie. Et de l'autre côté, il y a Julie Depardieu, qui veut pas répéter. Parce que après, ça se voit qu'on joue, et il faut pas jouer. Donc on a Serge qui attend les répétitions, et de l'autre côté, Julie, qui vient avec sa mère qui passait, ses 2 enfants, tout petits, 1 an, 2 ans, et la nounou. Donc la loge, il y avait plein de monde. Et puis le plus grand qui a 2 ans, quand il voit sa mère, il pleure. Et donc il y avait Julie qui prenait le petit Billy de 2 ans, main gauche, le texte main droite, fait vas-y Serge, ok. Et donc on avait une espèce de situation de Serge cherchant à se concentrer et à jouer avec Julie qui était en face, qui était vraiment avec lui, mais avec un bébé main gauche. Et le texte main droite. Non, mais Julie, elle arrive, elle est au téléphone, tu vois comment elle est, Julie, elle est comme elle est et tout ça. Et moi, je tourne 6 x 52, je tourne 55 jours, j'ai pratiquement la moitié du texte à moi tout seul, et je connais tout par cœur le premier jour de tournage. Donc évidemment, on n'a pas la même méthode de travail. Mais après, quand on se retrouve sur le plateau, c'est 2 acteurs qui jouent ensemble, ça a été immédiat. Comme dans les familles, ils se battent pour exister comme ils sont, parce que la famille, c'est aussi l'endroit où, dès qu'on ouvre la porte, on est en représentation. Je veux ma vie d'avant. Je veux ma vie d'avant Lisette. D'avant ces horribles bourdonnements dans mes oreilles. C'est dans ta tête, Lenny. Je sais que c'est dans ma tête. Si ça se trouve, j'ai une tumeur au cerveau. Faut absolument que je fasse une IRM. Excusez-moi, est-ce qu'avant l'IRM de monsieur, on pourrait terminer l'échographie de madame? T'as pas de tumeur, Lenny. T'es juste épuisé. Je suis pas épuisé. Je suis jamais épuisé. Bien, vous comptez le garder? Oui. Moi, j'avais une inquiétude, c'était le peu de temps de tournage, moins de 11 jours par épisode, 65 jours en tout sur 6 épisodes, tout mélangé. Comment on s'y retrouve? Parce qu'à un moment, quand on est en train de tourner, on est dans le 2, dans le 4, c'est quoi le 5, on est où dans le 6 et compagnie. Et j'ai commencé le travail avec Julie puis Serge, et où je dis à Julie, alors voilà, on va lire le texte, on va voir le parcours du personnage, et on va donner un titre par épisode pour ton personnage. Pas le titre de l'épisode. Ton titre à toi, ton épisode. Comment on va l'appeler? On titrait, par rapport à mon personnage, chaque épisode. Quelle était l'intention, la première intention de mon personnage dans cet épisode. Et du coup, on mettait des titres. Je me souviens que le premier, c'était le gong. L'idée de... C'est le côté juif chinois, tu vois. Voilà. Voilà, et puis il y avait les 400 coups dans le 4. Donc c'était très très drôle de voir chaque acteur trouver le titre de son épisode. Donc j'ai fait la même chose avec Catherine Jacob, avec Alain Bouzigues, avec Claire Maurier, Jacques Boudet, Alexandre Taquino, enfin tous les comédiens. Quand tu travailles
ta partition d'acteur, tu la travailles pour toi, mais aussi pour les autres acteurs, pour le réalisateur. Et soudain, quand j'entends les titres, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment pour moi ou pas pour moi? Sans doute que ça m'a aidé, mais c'était aussi un moyen de se parler, une communication comme une autre avec le réalisateur, un jeu de société qui permet de se rencontrer et de se parler. Dans l'absolu, je travaillais à une caméra. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que le premier téléfilm que j'ai fait à TF1, il n'en revenait pas que je travaillais à une caméra. Tellement, je pense qu'aujourd'hui, en télévision, on a par souci de temps, d'économie, se dit bon, il faut de la matière pour monter. Mettons 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Et j'ai trouvé qu'on a transformé la mise en scène en captation. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point de vue, on n'a pas une direction. Moi, j'aime bien faire un champ sur un comédien et le diriger, et me retourner et diriger l'autre comédien différemment. C'est ça aussi qui donne le punch. C'est fou comme dès qu'on est en montage direct à plusieurs caméras, le rythme est mou. Et il suffit qu'on enlève des images d'une caméra à l'autre et compagnie pour qu'on ait cette recherche de réalité. C'était tout le travail du montage, c'est-à-dire où tout d'un coup on va se battre parce que la main est au mauvais endroit, mais dans ce mensonge-là, on va réintégrer de la vie, du rythme. Donc, globalement et principalement, je cherche à travailler à une caméra. Sur ce genre de série, je ne pouvais pas. Parce qu'il y avait trop de personnages à filmer, trop peu de temps pour le faire, mais je dirigeais une caméra. Et puis, j'ai eu un allié incroyable sur ce film, qui est Yves Agostini, qui m'a fait le plaisir de venir cadrer à mes côtés. Il m'accompagnait dans ma démarche, dans ma réflexion, et il m'affinait les choses de manière vraiment très élégante, quoi. Je trouve ça toujours assez joyeux, les édifices qui s'écroulent. Je m'explique. Quand un édifice s'écroule, il faut le reconstruire. Et donc, à être dans des périodes où il va falloir reconstruire l'édifice, puisqu'on ne peut pas rester sur les mêmes bases qu'auparavant, c'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes supports et compagnie, on est dans une période qui promet d'être intéressante. En fait, j'ai hâte d'être dans cette reconstruction. Dans 5 ans, c'est la reconstruction où on va devoir faire le deuil d'un modèle qui ne tient plus, pour en réinventer un, parce qu'il y aura toujours besoin de fiction, il y aura toujours besoin de... ce qui est paradoxal, c'est qu'en ce moment, on est en train de dire la fiction va mourir, et qu'on est de plus en plus consommateur d'images. Ah, mais c'est pas vrai! Y a quelqu'un? On est... Oh! Putain, on va être en retard. Ah, attends. Ne bougez pas. Bah non, pas de danger, hein. Je suis désolé, ça se bloque tout le temps. On va bientôt changer tout le système, là. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là, nous.